Bon, nous allons débuter. Bonjour tout le monde. Une fois de plus, merci d'être là avec nous. C'est vraiment un réel plaisir de vous compter parmi nous. Alors, je réponds au nom de Fabrice Tompailunga. Je suis le président de la Jeune Chambre du Congo-Kinshasa au Québec, qui est une structure que nous avons mise en place depuis la province du Québec au Canada, depuis 2017 maintenant, dans le souci d'accompagner et d'encadrer des jeunes entrepreneurs et professionnels et même des étudiants en grande majorité provenant de notre communauté au Québec. Euh, Nous avions eu cette idée-là parce que, bon, notre communauté est quand même, somme toute, relativement jeune au niveau du Québec et c'était dans le souci de pouvoir outiller dans le plus possible la jeunesse congolaise au Québec dans ce qu'ils font pour qu'on puisse aussi voir des entrepreneurs à succès provenant de notre communauté, mais aussi des professionnels qui performent très bien dans leurs organisations, dans les organisations où est-ce qu'ils évoluent. Alors, voilà, il nous fait grandement plaisir d'organiser cette conférence parce que nous avions reçu énormément de questionnements sur les secteurs immobiliers au niveau de la RDC et au niveau du Canada. Les gens voulaient savoir comment ça fonctionnait, si on pouvait acheter une propriété. On a trouvé bon de pouvoir organiser cette séance. Alors, mis à part la Chambre des commerces, je suis également président d'une structure qui s'appelle Amanivik. Dans un premier temps, on était dans le conseil et la facilitation d'affaires entre le Québec et la RDC. Mais depuis mon retour en RDC, oui, parce que je fais un retour au pays depuis maintenant un peu plus d'un an, nous avons découvert d'autres opportunités d'affaires, entre autres dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, les transports et prochainement, nous avons l'intention de nous lancer aussi dans d'autres secteurs dans l'immobilier. Alors, voilà, sans plus tarder, pour ne pas monopoliser la parole, avec nous pour tenir cette conférence, nous avons avec nous Madame Nicole Kabongo, Madame Pamela Landreville, Monsieur Stéphane Corneille, Monsieur Steven Sarrazin. Nous devions normalement avoir également Madame Rachel Chakamay qui devait faire l'animation de cette conférence, mais malheureusement, elle a eu une urgence familiale et c'est moi qui me retrouve à assumer ce magnifique rôle de pouvoir animer cette séance. Donc voilà, sans plus tarder, je vais accorder la parole aux intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Alors, je commencerai par Madame Nicole Kabongo. Nicole, à toi la parole. Bonjour à tous. Il est bonjour. Bonjour. Il est 10h30 du matin, l'heure de Toronto, un samedi matin. Et tant que mère, bon, voilà, je fais de mon mieux pour venir et participer à cette rencontre. Je me présente, je suis Nicole Kabongo, agente immobilière au Canada, particulièrement dans la province de l'Ontario. C'est pour moi un grand plaisir de participer à cette rencontre ce matin. Mon but, étant qu'agente immobilier, c'est de pouvoir donner de l'information, partager l'information à la communauté, à mes amis, à tout le monde que je peux, afin de leur aider à devenir des investisseurs dans l'immobilier parce que c'est la meilleure des choses à faire, c'est la meilleure des choses qui nous garantit la richesse dans l'avenir. Donc, c'est pour moi vraiment une grande passion d'être agente immobilière. Chaque fois que j'aide une famille à obtenir une maison ou un investisseur à grandir leur profil de maison, en tout cas, c'est la joie pour moi. Donc, merci de m'accueillir ce matin et je repasse la parole à Monsieur Fabrice. Bon, Nicole, elle est anglophone, donc des fois, elle peut sortir de moi en anglais, donc ne vous inquiétez pas, elle parle parfaitement français, mais il peut y avoir des mots en anglais de temps à autre. Alors, je passe la parole à Madame Pamela Landreville, honneur aux dames.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup. Donc, oui, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Moi, je suis une adoptée de la RDC. Donc, merci beaucoup pour votre accueil très, très chaleureux. Ça fait déjà, ça va faire 8 ans le 1er mai que je suis impliquée en RDC. Et entre autres, dans le passé, j'ai eu à être impliquée dans le domaine de l'immobilier. Donc, moi, je suis fondatrice d'Africa Tourism Consultants, que vous voyez juste ici. Et donc, du coup, c'est une plateforme pour, non seulement pour la RDC, mais pour l'Afrique subsaharienne. C'est une plateforme commerciale pour les voyageurs et les entrepreneurs pour les assister dans leur périple africain. Parce que si pour moi, ça a été difficile de m'installer en RDC, j'aimerais vraiment être à disposition pour ceux qui tentent l'aventure également, parce que c'est une merveilleuse aventure. On va en parler un peu plus tard aujourd'hui. Donc, voilà, avec moi aujourd'hui, on va parler de comment commercialiser un bien immobilier en RDC principalement. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parfait, Pamela, merci. Je passe la parole à M. Stéphane Corneille. Salut à tous. Et en fait, je suis Stéphane Corneille. Je suis entrepreneur et philanthrope, que je peux dire, parce que majorité dans mes entreprises, ce que je fais, c'est toujours dans le but d'aider les autres aussi à avancer, vers de l'avant, tout ça. Donc, je suis de Montréal. Je peux dire que l'immobilier, pour moi, c'est une passion. Donc, je suis promoteur. Nous, on est focusé plus sur les maisons, on va dire, les maisons de vacances, comme les chalets, tout ça. Donc, je ne fais pas vraiment l'immobilier en tant que tel comme tout le monde. C'est plus dans la création de valeur que je peux dire. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que nous, on achète des terrains, et tout ça. Donc, puis nous, on développe un projet par-dessus, essayer de réaliser le rêve des gens, quoi. Dans le fond, c'est vraiment par rapport à ça. Donc, c'est la raison pour laquelle que je suis là aujourd'hui. Et d'abord, je tiens aussi à remercier Fabrice pour l'opportunité. Donc, c'est ça. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à toi d'être là avec nous. Stéphane est dans plusieurs secteurs. Il est dans technologie, il est dans les finances, technologie financière, donc dans plusieurs secteurs. Et voilà, donc c'est un plaisir de pouvoir te compter parmi nous, Stéphane. Je passe la parole à Steven. Steven, à toi la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je me présente Steven Sarrazin, père de 4 magnifiques enfants, conjoint d'une magnifique épouse. Donc, c'est important pour moi de vous le mentionner pour vous dire quel genre de personne que je suis. Moi, je viens du Canada. Présentement, je suis au Sénégal, justement pour développer mon entreprise. Nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est de l'inspection de bâtiments. On a une équipe d'inspecteurs au Canada et ingénieurs. Donc, moi, je vais copier un peu Stéphane. Stéphane a mentionné qu'il était un peu un philanthrope. Depuis que je l'ai écouté, je vais me donner cette étiquette-là. Pourquoi? C'est aider les personnes aussi autour de moi à apprendre. Et surtout, tout le monde qui est là vous fait vivre l'immobilier. Moi, je suis là pour vous faire prendre une décision lucide et éclairée. Oui, c'est vrai, l'immobilier, c'est très bien. Par contre, il y a souvent de mauvaises surprises et on entend des histoires d'horreur qui font que le monde, ils font un premier investissement, c'était leur première et dernière. Donc, mon équipe et moi, on est là justement pour vous aider à prendre une décision lucide. Donc, qu'est-ce que je vais expliquer aujourd'hui? C'est vraiment l'immobilier au Canada. Pour ce qui est Kinshasa, je suis présentement au Sénégal, c'est à peu près le même type de bâtiment. Je vais faire un survol là-dessus, mais c'est plus précisément pour l'investissement au Canada et au Québec. Oups, parfait. Oui, bon. Parfait, Stevens. Merci pour la belle présentation et d'avoir précisé tous les éléments précisés dans la présentation. Alors, sans plus tarder, j'aimerais accorder la parole à Pamela qui va nous parler de la commercialisation d'un bien immobilier en RDC.
Très bien, merci beaucoup. Donc, juste avant de débuter, j'aimerais saluer M. Emmanuel qui s'est joint à nous aujourd'hui. Il est notre graphiste chez Africa Tourism Consultants et je voulais bien le saluer parce qu'il fait un excellent travail. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir, pas juste aujourd'hui, mais dans les prochaines semaines, les prochains mois. Merci Donc, beaucoup. sachez qu'il est derrière beaucoup, il est à Lubumbashi d'ailleurs. Et donc, il est derrière plusieurs projets que l'on a ensemble. Donc, vous êtes prêts à parler d'immobilier maintenant? Très bien. Je partage mon écran afin... est-ce qu'on peut m'accorder le partage d'écran, s'il vous plaît? Donc, jusqu'à ce qu'on ait le partage d'écran, je me lance. Donc, aujourd'hui, on va discuter de la commercialisation d'un bien immobilier en RDC. Donc, et c'est possible de rentabiliser une propriété en RDC en étant non seulement propriétaire, mais également Pamela, je m'excuse de t'interrompre. Je t'ai mis comme host. Je pense que tu peux faire maintenant les partages d'écran. Puis tu me le retourneras par la suite, s'il te plaît. Merci. C'est fait. Nous avons déjà son PowerPoint. Parfait. Donc, voilà, on continue. Donc, on disait, c'est possible de rentabiliser une propriété en tant que propriétaire et même en tant que locataire. Donc, même pour ceux qui ne sont pas prêts, soit financièrement ou au niveau de... On connaît en RDC, c'est compliqué d'acheter une propriété. L'accès à un prêt hypothécaire, c'est non seulement compliqué, c'est voire presque impossible pour la vaste majorité de la population. Ce n'est pas encore accessible. Donc, comment rentabiliser une propriété également à titre de locataire? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Ainsi, le but, c'est très, très simple, c'est de générer un profit et que ce soit une source de revenus complémentaire, donc une source de revenus qui est semi-passive, que l'on peut faire en même temps que d'occuper un emploi ou avoir d'autres projets entrepreneuriaux. Donc, qu'est-ce que la location et la sous-location? Donc, la location, d'abord, consiste à louer à profit un bien immobilier par le propriétaire à un locataire. Donc, ça, c'est quand la location, c'est quand vous êtes propriétaire d'un bien immobilier. Ça peut être un appartement, une villa, une maison, etc. La sous-location, c'est lorsqu'on est locataire d'un bien immobilier, on loue une maison, on loue un appartement et on va sous-louer toute la maison ou bien certaines pièces de la maison à des locataires, des sous-locataires. Donc, les types de sous-location, premièrement, on peut sous-louer une maison entière. Donc, ça, c'est quand vous louez vous-même une maison et vous décidez de la louer entièrement. Donc, la personne qui va louer chez vous aura accès à toute la maison et toutes les facilités. Donc, s'il y a une piscine, la personne aura accès à la piscine, etc. Et donc, le but est de sous-louer à un montant qui est supérieur à votre location initiale auprès du propriétaire. Et un élément qui peut jouer sur votre marge de profit, ça peut être vous louez auprès du propriétaire un appartement ou une maison qui n'est pas meublée, vous la meublez vous-même, comme vous savez que vous allez faire là-bas plutôt longtemps, et que vous sous-louez une maison ou votre appartement meublé, que vous ayez vous-même acheté les meubles. Et donc, du coup, soit un appartement partiellement ou meublé en entier, ça peut avoir vous pouvez faire une marge qui est intéressante. Un appartement ou une maison qui est meublée va se louer en moyenne en RDC jusqu'à 50% plus cher. Et ça, on va en discuter un peu plus tard lorsqu'on va parler de vos arguments marketing pour mettre à la location votre bien immobilier. Donc, un autre type de sous-location, la sous-location d'une chambre, donc d'une pièce. Ça, ce n'est pas une option qui est particulièrement populaire en RDC, par expérience, parce que
les gens veulent avoir leur espace à eux et ne sont pas particulièrement à l'aise de partager les salles de bain, le salon et la cuisine. Donc, ce qu'on a remarqué, c'est que la location d'un appartement entier et la location d'une maison entière étaient plus appréciables. Donc, il y avait plus de demandes pour ce type de bien-là plutôt qu'une location d'une chambre dans un appartement. Ceci dit, sous-louer une chambre dans un appartement, si l'appartement il est bien en état et que vous avez une bonne réputation comme locataire et comme personne qui accueille voilà, les étrangers. Ceci dit, ça peut très bien être rentable. Et en RDC, avec la communauté diaspora et expatriée, ça peut être également une clientèle qui est intéressante pour vous pour la location d'une chambre seulement. Sous-location d'une pièce qui est un espace de stockage, ça, c'est très intéressant. On n'est pas exactement dans l'immobilier, on est plutôt dans rentabiliser un espace comme un jardin ou un espace de stockage. Là également, il y a possibilité d'avoir une importante source de revenus grâce à ça. Ensuite, vos arguments marketing. Donc, lorsque vous mettez en location un appartement ou une maison, pourquoi est-ce que les gens viendraient plutôt chez vous plutôt que louer ailleurs? Donc, si vous leur offrez, bien sûr, un prix, un loyer qui est accessible. Oui, par exemple, à Kinshasa, les hôtels qui sont confortables, on parle de 4-5 étoiles, on est à plus de $200 la nuit. Et je dirais même, on est très près du $300. On parle de Fleuve Congo, Pullman, Rotana. Ils ont une moyenne d'environ $280 la nuit. Après, ça dépend de l'occupation, etc. Donc, vous, d'offrir un appartement complet à environ $100 la nuit, ben vous passez pour une aubaine, en fait, à côté d'un hôtel. Bien sûr, c'est deux marchés différents, des offres différentes, mais vous êtes un compétiteur indirect des grands hôtels de Kinshasa. Et idem pour Goma et Lubumbashi. Vous offrez la possibilité de louer à court terme. Bien sûr, en hôtel, on peut louer à court terme, on peut prolonger un séjour, on peut débuter un séjour de 5 nuits, on peut prolonger le séjour, c'est vrai. Mais jamais vous aurez un propriétaire qui veut louer son appartement, qui va vous faire un bail pour 3 semaines, non? Non, les propriétaires ne voudront pas s'embêter avec un contrat de bail, la paperasse et tout ça pour une courte durée. C'est là où la sous-location devient intéressante parce qu'on peut faire du court terme. Donc, pour la personne, par exemple, Fabrice, qui est arrivé en RDC, à la base, sauf erreur de ma part, corrigez-moi, il voulait faire 3 semaines en RDC. Et finalement, il a prolongé. Et donc, du coup, une location court terme permet aux personnes qui ont un profil similaire, les entrepreneurs, la diaspora, ils arrivent en RDC, ils ne savent pas combien de temps ils vont faire à Kinshasa, Lubumbashi pour les affaires. Et donc, de leur offrir cette flexibilité-là au niveau de la durée de location. Et quand on parle de flexibilité, on parle également de la possibilité de découvrir le quartier avant de s'établir pour le long terme et de signer un bail d'1 année, 2 années, 3 années. Eh bien, tout ça, c'est vos arguments marketing pour la sous-location. Et là, je tiens à partager avec vous ce qui a fait mon succès dans l'immobilier à Kinshasa. C'est une clause au bail. Ça, on parle pour les locations longue durée. Donc, les 3 premiers points, surtout le deuxième et le troisième point, c'était surtout la sous-location. Pour des courtes durées, le prix, c'est toujours un élément principal. Et là, lorsqu'on parle de clause au bail pour les employés des Nations Unies, ça, c'est pour le long terme. Les employés des Nations Unies, ils ont des contrats de 6 mois, 1 année, grand maximum 2 ans. Ils arrivent, par exemple, à Kinshasa et ils peuvent être mutés avec un très court préavis de la part de leur employeur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le contrat de bail original je représentais les propriétaires dans un immeuble de 12 appartements de 2 et 3 chambres. Donc, je gérais tout ça, plus d'autres immeubles, mais ça, c'était notre nouvel immeuble et on l'a rempli d'employés des Nations Unies, bien sûr, qui donnaient une excellente rentabilité quant au loyer qu'ils étaient en mesure
de se payer. Et donc, ce qu'on a fait, on a pris le contrat de bail initial qui était divisé en deux. Donc, il y avait une section $2 000 pour le loyer et il y avait $500 pour les chiffres, c'est à peu près les tarifs étaient entre 2 000, 3 500 $. Et on avait $500 dans le contrat de bail qui était pour l'eau et le groupe électrogène. Ce qu'on a fait, on a laissé la partie supérieure à $2 000 de loyer. Ça, on l'a laissé intact dans le bail. Ce qu'on a changé, le $500, au lieu de dire que c'était pour le groupe électrogène et l'approvisionnement en eau, etc., on a dit que c'était pour la sécurité. Et c'est vrai, on avait une sécurité 24 heures sur 24. Et donc, pour nous, on récupérait le même montant de la part de chaque locataire, mais le grand avantage pour l'employé des Nations Unies, il prenait le contrat de bail, il le déposait auprès de son employeur et le $500 de sécurité, il pouvait le récupérer. Donc, de cette manière, de par ce bail, ce contrat de bail adapté à un marché bien spécifique, les employés des Nations Unies et toutes les branches, UNICEF, que ce soit l'OMS, la MONUSCO, ils ont tous les mêmes conditions, ils ont tous droit au remboursement de la sécurité. Donc, c'était une clause qui était extrêmement avantageuse pour les employés de l'ONU et qui, pour nous, nous assurait de très bons locataires, de très bons paiements. Et voilà, donc on a rempli l'appartement en moins d'1 mois. On a tout loué, tout était complet. Donc, ça, bien sûr, je vous encourage à faire la même chose. Ce sont d'excellents locataires et c'est une très bonne façon de rentabiliser sur le long terme votre projet immobilier. Ensuite, avantage de la sous-location. Bien sûr, gagner un revenu supplémentaire grâce à l'argent du loyer, ça c'est sûr. Il y a quelqu'un qui paie votre loyer si vous êtes absent. Ça aussi, c'est à prendre en considération, surtout lorsque vous avez beaucoup de déplacements de plusieurs semaines. Ensuite de ça, présence physique dans la maison, c'est sûr. On veut toujours se prévenir du vol des squatteurs. Ensuite de ça, si jamais il y a un souci dans l'appartement, on connaît très bien que les fuites d'eau, les infiltrations d'eau, ainsi que tout bris, ça peut être soit la plomberie ou le système électrique. Si jamais il y a un souci, la personne qui loue ou sous-loue chez vous sera en mesure de vous prévenir. Donc, mais en gros, très, très franchement, c'est un avantage financier. Tout propriétaire ou locataire qui se lance dans le projet de rentabiliser un projet immobilier, c'est forcément pour un bénéfice commercial financier. Donc, les inconvénients, il y en a quand même plusieurs. Donc, c'est important de les connaître avant de se lancer. Donc, lorsque vous louez votre maison ou appartement, vous mettez votre réputation en jeu. Si vous avez une bonne entente avec le propriétaire, il ne faut pas ramener des sous-locataires qui vont faire des problèmes. Ensuite, à garder en tête, le revenu de la sous-location est imposable. Bon, comment vous gérez vos impôts, vos taxes et tout ça, c'est votre affaire. Gardez simplement en tête que dans la vaste majorité des pays, incluant le Congo, normalement, c'est imposable. Ça, je vous laisse voir avec votre comptable, si vous n'en avez pas un. Après, si vous avez plusieurs appartements, ce serait intéressant de discuter avec un comptable pour voir comment ce serait aussi avantageux que possible pour vous de gérer vos revenus locatifs. Ensuite, nettoyage de la propriété. Eh oui, ce n'est pas tous les locataires qui sont très propres. Et en chaque locataire, bien sûr, tout doit être nettoyé à fond. Je ne vous raconte pas les histoires d'horreur quand on a des matelas souillés. Écoutez, il y en a pour... on pourrait passer toute la journée à discuter de ça. Ce n'est pas la priorité, mais gardez en tête qu'il y a beaucoup de nettoyage à faire et éventuellement avoir quelqu'un qui est attitré juste pour le nettoyage. Ce sera nécessaire. L'importance de faire un état des lieux avant et après le passage de chaque locataire, ça prend tout son sens, surtout lorsque vous avez une mauvaise expérience. Réactivité au message, vitesse de réponse. Bien sûr, on s'attend, surtout de nos jours,
que le week-end. Donc, il ne faut pas penser que c'est seulement une source de revenus passifs lorsqu'on parle de nettoyage, lorsqu'on parle de répondre rapidement aux requêtes de location. Il faut vraiment être impliqué dans la gestion de ce bien immobilier-là pour vraiment le rentabiliser. Donc, ensuite, la sous-location est-elle légale en RDC? Oui, certaines conditions s'appliquent. Donc, si vous êtes propriétaire, assurez-vous que si vous êtes dans une concession, que c'est autorisé par le syndic de la concession. Si vous êtes locataire, vous devez absolument prendre contact avec votre propriétaire, pas simplement pour lui demander la permission, mais minimalement pour le mettre au courant. Et référez-vous toujours à votre contrat de bail qui vous relie avec le propriétaire, parce que très souvent, il y a toujours une clause de sous-location. Et même s'il n'y a pas de clause de sous-location dans votre bail avec le propriétaire, il faut quand même l'aborder parce que vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où le propriétaire n'était pas au courant, il y a un problème et que là maintenant, c'est vous qui devez gérer les bris ou une situation où la police débarque, par exemple, parce qu'il y a trop de bruit ou parce que, voilà, imaginez que vous vous sous-louez et que la personne qui est en train de le louer chez vous, il fait du trafic de drogue. Ça s'est déjà vu, donc il faut prendre des précautions. Donc, gardez de très, très bonnes relations avec votre propriétaire. Mais les propriétaires, gardez en tête qu'ils sont de plus en plus astucieux. Eux aussi veulent leur part du marché. Donc, voilà. Et de toute manière, n'essayez pas de le cacher au propriétaire, il va le savoir de toute façon. Donc, partez du bon pied avec lui et trouvez un commun accord dès le départ. Et puis finalement, faire un contrat avec les sous-locataires. Si vous n'avez pas d'avocat, trouvez un modèle type de contrat en ligne, au moins pour vous assurer que vous êtes protégé en cas de litige avec le locataire, soit qu'il ne paie pas, soit qu'il abîme quelque chose. Vaut mieux être préparé avec un contrat, pas un contrat de bail, mais juste un contrat, un accord, plutôt que d'arriver devant une situation où ça va vous amputer financièrement parce que vous allez devoir réparer quelque chose ou bien vous allez devoir vous défaire de l'appartement parce qu'il y a eu une situation qui n'est pas acceptable et que le propriétaire décide de rompre votre contrat de bail. Et donc, comment faire la promotion de votre bien immobilier? Donc, bien sûr, on fait de la publicité sur les plateformes immobilières et sur les réseaux sociaux. Bon, tout le monde connaît Airbnb, c'est un incontournable pour la location d'appartements court, moyen, voire même long terme. Il y a des moyens de contourner Airbnb pour pouvoir partager vos adresses, vos numéros de téléphone. Donc, de plus en plus de gens prennent contact sur Airbnb, après sortent de la plateforme. Ce n'est pas idéal, c'est parce que la plateforme encourage. Ceci dit, c'est une réalité parce que les commissions sur Airbnb sont assez importantes. Une autre plateforme très, très utilisée, c'est les groupes d'expats sur Facebook. Le nombre de fois où on m'a contacté, « Bonjour, mon mari a été muté à Kinshasa, je ne connais pas ça, je cherche une maison, j'ai besoin d'un véhicule, c'est comment avec les écoles ?» Donc, les plateformes sont pleines d'expatriés qui arrivent, qui n'arrivent pas à trouver la bonne information en ligne. Et c'est là où non seulement vous allez leur louer votre bien immobilier, mais comme vous avez été... vous les avez bien assistés dans leur démarche, très souvent, ils vont même louer après, même sur le long terme, mais pas juste pour leur arrivée. Donc, c'est une excellente façon d'élargir en plus son réseau de contacts. Et prendre de bonnes photos de l'appartement. Ça, je ne pourrais jamais le dire assez. J'en ai marre de voir des photos de publicité d'appartements, de maisons. La lunette WC, elle est relevée. On voit des bouteilles en arrière-plan ou des produits de nettoyage. On voit c'est ce que les gens vont voir en premier. Donc, assurez-vous, même s'il y a besoin, faites même affaire avec un photographe professionnel. Airbnb le fait d'ailleurs. Donc, ça vaut vraiment le coup de prendre des photos de tous les angles possibles pour vraiment vous assurer que vous mettez bien de l'avant votre bien immobilier. Et une chose, à Kinshasa, très, très, très souvent, contrairement à d'autres villes, les gens
vont vouloir visiter avant de prendre possession de l'appartement. Donc, normalement, avec Airbnb, on ne visite pas l'appartement ou la maison avant de réserver. C'est tout le contraire en RDC. Les gens veulent absolument s'assurer que ce qu'ils ont vu en ligne, ça correspond bien avec la réalité. Donc, ne soyez pas surpris avec ça et prenez le temps de visiter avec vos futurs locataires. Ça va aussi vous permettre de rencontrer vos futurs locataires pour vous assurer qu'ils sont en bonne et due forme. Listez bien toutes les commodités, toutes les commodités doivent être listées, que ce soit l'eau chaude, la clim, s'il y a une piscine, la différence entre une location et une personne qui va aller se loger ailleurs. Donc, ne négligez rien, listez tout. Ainsi que l'importance d'offrir différents tarifs pour les différentes durées au niveau du séjour. Et il ne faut pas juste aller dans l'optique de « Ah, plus la personne fait longtemps, moins c'est cher ». C'est pas comme ça, c'est vraiment en fonction de l'offre et de la demande. Et c'est très important que vous voyez combien vos compétiteurs, eux, sont en train de facturer pour un appartement. Il y a quelque chose que je travaille très fort avec le personnel en RDC, c'est d'arrêter de revoir toujours les tarifs à la baisse. Le prix n'est qu'un facteur parmi d'autres pour le choix de l'achat d'un bien. On parle d'achat en général ou la location d'un bien. Arrêtez de revoir vos prix à la baisse et facturer décemment et surtout offrir un service qui correspond au prix pour lequel vous avez vendu ou loué. Donc voilà, pour conclure, d'abord, tout le monde connaît le potentiel démographique de la RDC. On sait que le dernier recensement date de 1982, donc ça fait très, très longtemps, mais n'empêche que la RDC sera parmi, sinon le pays le plus peuplé de l'Afrique subsaharienne d'ici 2050. Donc, ces gens-là vont devoir loger quelque part, d'où l'intérêt de l'immobilier. Et donc, investir en immobilier en RDC, soit à titre de propriétaire ou même à titre de locataire pour générer de revenus, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas 10 ans, 15 ans, le temps que d'autres personnes l'aient fait et saisissent cette opportunité-là avant vous. Donc, merci beaucoup et bonne continuation à tous. Merci beaucoup, Pamela. Je vois qu'il y a des mains élevées. Adrien, ce que je propose, c'est qu'on puisse prendre les questions à la fin. Notez vos questions. Nous allons faire les présentations. On va revenir aux questions par la suite. Alors, voilà, je vais passer maintenant la parole à Nicole qui va nous brosser les portraits du marché immobilier au niveau de l'Ontario. Nicole, à toi la parole. Merci Fabrice. Est-ce que tu as ma présentation? Tu veux que je projette mon écran? C'est mieux que tu projettes, Nicole, s'il te plaît. OK. Donne-moi l'accès, s'il te plaît. Pamela, est-ce que tu peux lui donner l'accès ou me remettre comme host, s'il vous plaît? Un instant. Voilà. OK. Voilà. J'attends. Oh, c'est à Fabrice. Voilà, c'est fait. Nicole, à toi. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, super, un instant. OK, ben, premièrement, avant de commencer ma présentation, je voudrais remercier Pamela pour ta présentation, était super bien. En tout cas, je ne savais pas, moi, que l'immobilier était si avancé à Kinshasa. Les termes genre Airbnb, je pensais que ça serait trouvé plus dans des pays modernes. Mais merci vraiment pour ta présentation. J'ai quelques questions pour toi et on va le prendre à la fin. Et ben voilà, comme j'avais dit au début, je voulais encore me présenter. Je suis Nicole Kabongo, je suis agente immobilière ici au Canada, dans la province de l'Ontario.
Pourquoi l'immobilier, comme j'ai dit avant, c'est l'une des meilleures façons de s'enrichir, s'assurer sa richesse à long terme. C'est vrai qu'il y a d'autres investissements que vous pouvez faire, mais l'immobilier est le plus meilleur qui peut vous garantir cette richesse dans le futur. Donc, moi, en fait, ça fait à peu près 12 ans que je suis dans le commerce. Avant de me lancer dans l'immobilier, je travaillais pour Coca-Cola. Je continue encore à travailler pour Coca-Cola. Je gère des différentes gestions de développement de la clientèle. En tout cas, chaque 2 ans, je fais des affaires différentes pour cette compagnie. Ça fait 12 ans que je suis avec eux. Donc, travailler avec les clients, aider les clients, développer des revenus de certains secteurs des clients, c'est vraiment my background. C'est là où j'ai plus d'expérience. Voilà pourquoi, donc, dès que je me suis lancée à l'immobilier, juste avant la pandémie, ça m'a rassuré plus de succès parce que j'avais déjà les networks et une connaissance financière très, très forte. Donc, à part ça, je suis mère, mariée à mon mari qui est super formidable. On a une fille ensemble. Nous sommes aussi des investisseurs ensemble. Là, il y a une photo de quelques exemples de maisons on a financé pré-construction. Et à part ça, j'aime être active dans la communauté, dans la société. Quand je parle de la communauté, c'est pas seulement la communauté congolaise. Vraiment, là où j'habite, là où je me retrouve, j'aime toujours, en anglais, on dit give back. Là, il y a une photo de moi et mes collègues en train de faire du bénévolat chez compagnie de Ronald McDonald's, là où les enfants sont malades. Donc, j'aime beaucoup participer et aider la société. Donc, c'est vraiment le genre de personne que je suis. Et j'aime toujours parler de ça parce que quand vous choisissez votre agent immobilier, c'est très important d'avoir quelqu'un qui n'est pas seulement derrière vous pour faire de l'argent après votre investissement, mais quelqu'un qui est quelqu'un de bonne foi, quelqu'un que vous pouvez faire confiance, qui a votre intérêt à vous d'abord en premier. Voilà pourquoi j'aime un peu parler de moi en détail. Donc, votre feuille de route pour l'achat d'une maison. Donc, moi, je vais me focaliser particulièrement de la province d'Ontario au Canada. D'autres provinces aussi, c'est vraiment ça se ressemble au processus. Donc, voilà. J'ai dit qu'il fallait trouver d'abord un bon agent avant de se lancer dans l'immobilier, quelqu'un qui a vos intérêts à cœur, quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui veut d'abord vous aider et pas seulement nourrir sa poche. OK? Alors, quel est le rôle de l'agent qui vous assiste? Dans une transaction au Canada, il y a souvent 2 agents, un agent qui représente le vendeur et l'autre agent qui va représenter l'acheteur. Donc, moi, tu peux jouer les 2 rôles. L'exemple que je donne ici, c'est l'agent qui va représenter l'acheteur. Donc, là, disons, vous voulez travailler avec moi, que je puisse vous assister à trouver une maison et l'acheter. Donc, je serai là comme conseillère. Je vais vous conseiller par rapport au marché. Quels sont des quartiers qui sont plus rentables? Quelles sont des provinces qui va vous garantir dans 2-3 ans de doubler votre investissement? Quels sont des quartiers à éviter? Quel genre de maison, au type de maison investir? Je vais aussi vous donner des exemples des différentes maisons, exemples de maisons au Canada. Donc, je vais vous conseiller, je vais vous parler du marché présentement parce que les marchés, ça change à tout moment. Souvent, j'ai des clients qui réfèrent toujours au passé. Mon ami, il y a 2 ans, mon ami, il y a 3 ans. Chaque année, chaque mois même, j'ai ces informations par rapport à combien les maisons se vendent, quelle est la compétition, qu'est-ce qui se passe dans le marché. Donc, vraiment, vous conseiller à avoir une bonne compréhension du marché afin qu'on puisse décider ensemble de prendre la meilleure solution pour vous. Troisièmement, je gère les négociations pour vous pendant la transaction. Donc, quand c'est un marché qui est un peu plus flexible, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Ça nous permet ça donne le pouvoir à l'acheteur d'avoir certaines négociations parce qu'il y a tellement d'options. Il y a plus de maisons dans le marché qu'il y a des acheteurs. Donc, ça nous donne l'option de magasiner, de faire des négociations par rapport au prix. Donc, mon rôle étant que l'agent de l'acheteur, ça sera de négocier ces prix pour vous pour s'assurer que vous gardez un peu de fonds dans votre poche. Aussi, l'agent
comme moi, je pourrais vous mettre en contact avec plusieurs ressources utiles. Par exemple, le prêteur, les inspecteurs, des avocats. Il y a beaucoup d'autres personnages qui prennent part ici au Canada en ce qui concerne la fermeture d'une transaction dans l'immobilier. Donc, je vous connecterai avec mon équipe qui vous assiste soit dans les financements ou quand on a déjà acheté la maison, avant de finaliser, il faut inspecter la maison. L'avocat doit transférer certains biens, des trucs légaux. Donc, c'est vraiment ça en général le rôle de votre agent immobilier. Et aussi, quand je ou un agent immobilier représente l'acheteur, c'est totalement gratuit pour vous. Donc, vous n'avez pas à payer un agent parce que c'est le vendeur qui paye les deux agents. Comme j'ai dit, il y a l'agent qui représente le vendeur et l'agent qui représente l'acheteur. Donc, c'est le propriétaire de la maison qui est en train de vendre la maison qui va donner un pourcentage qui sera partagé entre les deux agents. Donc, c'est un service complètement gratuit. Il suffit d'avoir une bonne personne de bonne foi à votre côté parce qu'on est dans un monde où vous êtes en train de partager vos informations. Il faut s'assurer que cette information personnelle, s'assurer que cette personne est une personne de bonne foi et qui est professionnelle et qui pourra mettre vos intérêts en premier. Donc, je voulais discuter aussi de certains avantages d'être locataire ou propriétaire. C'est vrai qu'au pays comme en Afrique, au Congo, vu qu'on est né là-bas, c'est facile de voir des gens qui sont propriétaires de maisons parce qu'ils ils ont hérité ça de leurs parents, quoi que ce soit. Mais ici, au Canada, la majorité des Noirs sont des immigrants. Donc, quand on arrive dans ces pays, des fois, on n'a pas de famille, on recommence notre vie à zéro. Directement, la majorité des gens vont se lancer d'être locataire. C'est-à-dire que tu es en train de louer chez chez un propriétaire. Right? Donc, je vais discuter un peu les avantages et les désavantages des deux côtés. Donc, avantage d'être locataire, ça peut être à court terme. Pour mettre le fonds initial, c'est un peu minimal comparé à si vous voulez acheter. Il y a moins de frais d'entretien et des réparations. Pourquoi? Parce que c'est les propriétaires qui vont prendre soin de ça. Voilà pourquoi c'est la méthode le plus fréquent pour nous, les immigrants au Canada, d'adopter. Pourquoi? Parce que c'est facile de se lancer. Il suffit de payer chaque mois le prix. Le problème et le défi d'être locataire, c'est que vous êtes en train de payer l'hypothèque de votre propriétaire. Au Canada, je dirais peut-être 99% des maisons qui sont achetées, tu n'achètes pas avec ton propre cash. C'est de l'argent de la banque que tu empruntes pour investir et toi aussi, dans cet investissement, tu es en train de gagner à long terme. Donc, quand quelqu'un prend l'argent, un prêt à la banque pour acheter une maison, donc chaque mois, ils doivent repayer la banque, ce qu'on appelle les mortgages. OK? Et le fonds-là, quand vous faites louer votre maison, c'est maintenant le locataire qui va commencer à payer votre mortgage. Donc, vous êtes en train de vous enrichir pendant que quelqu'un d'autre est en train de payer votre dette de la banque. Donc, sachez-les toujours, quand vous êtes en train de louer, vous êtes automatiquement en train d'enrichir la poche de votre propriétaire. Automatiquement, c'est lui qui gagne à long terme et vous ne regagnez rien. Pourquoi? Parce que tout l'argent que vous mettez sur la table ne vous reviendra jamais d'une façon ou une autre parce que ça va pour payer la banque. Donc, aucun avantage financier à long terme. Et des fois, ici au Canada, à chaque mois, pas deux fois, mais à chaque mois, le prix du loyer augmente d'un certain pourcentage. Donc, il faut s'assurer qu'à chaque année, vous allez commencer à payer un montant un peu plus élevé par rapport au début de votre contrat. Et c'est aussi risquant d'être locataire. Pourquoi? Parce qu'un jour, le propriétaire pourrait décider de vendre sa maison ou il pourrait décider de déménager lui-même dans la maison ou aménager sa famille dans cette maison. Donc, vous serez obligé
d'évacuer la maison après votre une année des contrats. En général, c'est une année. Après cela, ça devient month to month, donc chaque mois. Et c'est risquant parce que vous n'êtes pas garanti. Peut-être vos enfants vont à l'école à côté, une école que vous aimez vraiment bien. Du coup, on vous donne 2 mois d'avis que vous devez sortir. Même si vous êtes un bon locataire, même si vous payez bien, il y a des fois des propriétaires qui veulent vendre leur maison, ils veulent changer de choses, donc vous devez évacuer la maison et c'est vraiment un désavantage. Donc, pour être propriétaire, quels sont des avantages? OK? Ça offre plus de stabilité financière à long terme. Comme je l'ai dit, malgré que vous avez pris un prêt à la banque pour investir dans une maison, le coût d'achat de cette maison dans 2-3 ans plus tard, cette maison va prendre de la valeur et vous pouvez le revendre ou récupérer votre investissement initial dans cette maison avec plus d'intérêt parce que dans le marché, la maison sera vendue plus cher. Les marchés ici, surtout au Canada, comparé à tous d'autres pays du monde, même en Europe, même aux États-Unis, les maisons apprécient en valeur plus rapidement que d'autres pays. C'est un fait, c'est dans des news et tout ça. Pourquoi? Parce que le Canada est encore en train de se développer. On est en train d'amener beaucoup des immigrants chaque année qui causent que la demande pour l'immobilier et l'achat de l'immobilier continue à grandir. Et plus il y a la demande, plus les prix augmentent. Donc, investir au Canada, investir en Ontario, c'est un très grand bénéfice, même pour vous qui êtes en étranger. Je vais donner aussi un exemple comment ça se passe. Dès que vous achetez votre maison à l'étranger, ici au Canada, vous vous rassurez dans 2, 3, 5, le plus d'années que vous prenez, que vous allez vous faire beaucoup de profits. En moyenne, dans 7 ans, vous allez doubler même le prix de la maison que vous avez achetée. Donc, si vous avez acheté une maison à 300 000, dans 7 ans, the rule of thumb, c'est qu'on dit, je ne sais pas les mots en français, the rule of thumb, c'est que cette maison va prendre double valeur. Ça veut dire que quand vous revendez cela, vous prenez l'argent qui vous reste, que vous devez à la banque, vous le remboursez et vous avez encore un 300 000 de plus pour vous-même. Donc, voilà juste un exemple dans moins de 7 ans seulement, comment vous pouvez vous faire de l'argent dans l'immobilier étant que propriétaire. Donc, c'est ça les avantages. Quelques défis, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que vous faites seulement comme ça pour faire parce que si vous n'arrivez pas, par exemple, à faire louer la maison que vous avez achetée en tant qu'investissement et vous ne payez pas votre dette mensuelle à la banque, ils sont très stricts. Ils vous donnent 15 jours, ils vont repositionner la maison et vous risquez de beaucoup perdre. Même votre dépôt que vous avez mis initial, vous pouvez aussi le perdre. Donc, ça prend une certaine maturité, une certaine responsabilité. Voilà pourquoi quand ils font des processus pour vous financer la maison, ils sont très stricts par rapport au genre de personne que vous êtes, combien de montants que vous avez pour mettre comme coût initial. OK, donc là, je vais parler de la feuille de route pour l'achat d'une maison étape par étape. Je m'excuse. Donc, première étape, comme je l'avais dit tout à l'heure, trouver un agent immobilier. Connectez-vous avec moi et je serai en mesure de vous conseiller des étapes à suivre. OK? Ensuite, je vais vous connecter premièrement avec un agent hypothécaire. C'est la personne qui va s'occuper des financements de la maison. Donc, il va vous connecter il va prendre votre dossier, soumettre ça à des différentes banques pour qu'on puisse approuver votre mortgage, ce qui est l'hypothèque. Donc, mon partenaire, elle va faire tout ce qu'il faut faire pour vous assurer cela. Il faut avoir un bon crédit. Si vous êtes au Canada, si vous êtes à l'étranger, je vais parler de ça un peu plus en profondeur. Donc, juste assurer que vous avez suffisamment de fonds pour mettre comme dépôt et une bonne historique bancaire de l'argent qui rentre et sort en tout moment. OK? Dès que vous êtes approuvé par la banque, parce qu'on ne peut pas commencer l'achat d'une maison si vous n'avez pas encore reçu un pré-approuveau d'hypothèque ou bien la banque dit que par rapport à votre dossier, on pense que voici les montants maximum qu'on pourrait vous emprunter. Donc, si on ne connaît pas ces montants-là, ça serait une perte de temps pour vous, ça serait une perte de temps pour l'agente immobilière comme moi. Pourquoi? Parce qu'on risque de regarder des maisons qui sont soit sous budget ou au-delà de budget,
de la banque, de l'argent que la banque pourrait vous emprunter. Donc, quand vous communiquez avec moi en étape 1, en étape 2, je vous connecte avec mon agente immobilière hypothécaire qui va aider à vous trouver un bon financement à la banque à un taux d'intérêt plus bas. Et la prochaine étape, on se regroupe ensemble avec moi. Là, maintenant, on connaît quel est le maximum montant que vous pouvez emprunter à la banque pour la maison. On va maintenant structurer, on va regarder la carte, le quartier où vous voulez habiter. Peut-être des fois, les maisons sont trop élevées. Donc, on va vraiment travailler stratégiquement pour regarder la carte, pour maximiser notre temps, pour dire que par rapport à votre argent, voilà où on peut acheter les maisons ou le type de maison. Je vais vous envoyer des liens des différentes maisons, des photos, vous allez regarder et ensuite, on va se lancer pour aller visiter des maisons qui vous plaisent. À partir de l'étape 3, tout se passe vite, vite, vite fait. Donc, il faut s'assurer que vous avez déjà tout à la main, vous êtes prêts parce que dès que vous voulez une maison, on doit mettre l'offre immédiatement. Pourquoi? Parce que dans le marché où nous nous trouvons aujourd'hui à cause de la pandémie, dès qu'une maison est listée dans le marché, ça ne prend pas plus d'une semaine pour que ça puisse se vendre. En général, à moins qu'il y ait des problèmes dans cette maison, il y a eu la drogue là-bas, un stigma attaché à cette maison, mais en général, moins de 7 jours dans le marché, une maison est vendue. Donc, dès que vous aimez quelque chose, moi, je vais déjà vous conseiller en avance. Aujourd'hui, today is the day. Donc, si vous aimez quelque chose, on rentre à la maison, on met l'offre. Ça ne prend même pas plus de 24 heures pour savoir si vous avez reçu la maison, vous avez été accepté ou pas. Ce n'est pas toute maison où vous mettez l'offre qui sera acceptée. Pourquoi? Parce qu'on est dans un marché présentement où il y a moins de maisons sur le marché, mais plus d'acheteurs. Donc, ça se peut que le propriétaire puisse choisir l'offre plus élevée. Donc, juste parce que la maison a été listée à 400 000, ça ne veut pas dire que nous, on va offrir 400 000. Ça devient maintenant comme un marché, là. Tu dis que moi, je te donne 500 000. L'autre dit, je te donne 600 000. L'autre dit, je te donne 450. Donc, bon, si toi, ton offre est plus élevée, on ne connaît pas l'offre de l'autre non plus. Donc, si toi, ton offre est plus élevée, tu as moins de conditions par rapport à l'inspection, par rapport aux finances, tu seras accepté. Et dès que tu es accepté, on peut continuer maintenant à l'étape du closing, de l'étape 5 à 7, qui peut prendre 1 à 2 mois. Donc là, le vendeur vous garantit qu'il va vous vendre cette maison, mais il y a des étapes à suivre avant la fermeture. Donc, vous pouvez choisir de faire l'inspection sur la maison. Vous allez maintenant rentrer chez l'agent hypothécaire pour finaliser le prêt que la banque avait promis de vous donner. Donc, la banque va maintenant libérer cet argent, envoyer ça à votre avocat. L'avocat va faire toutes les transactions financières. Ce n'est pas l'agent immobilier, tout s'est passé par l'avocat. Il va transférer l'argent d'un compte à l'autre, blablabla. Et le jour de la fermeture, c'est le jour où vous recevez vos clés, étape numéro 7. Et c'est le plus meilleur jour pour tout le monde. Aujourd'hui, je sais que je dis, ma journée a déjà commencé, j'étais super heureuse parce que ma cliente, c'est sa journée où on va aller visiter sa maison qu'on a achetée pour s'apprêter pour ce jour final de la fermeture. Donc, c'est là où on célèbre, il y a des champagnes, parce qu'entre étapes 5 et 7, il risque qu'il y ait des choses qui vont mal. Peut-être le financement n'est pas passé, l'inspection n'est pas passée. Donc, arriver à l'étape 7, c'est vraiment une célébration. Et aujourd'hui, on a rendez-vous à 17h pour aller finaliser cela pour eux et ça me rend très content. Quel genre de maison existe au Canada? Donc, notre construction ici, c'est différent par rapport au pays, tout parce qu'à cause de notre climat, il y a la façon dont on construit les maisons, c'est vraiment pour garder la chaleur dans la maison pour éviter qu'on puisse mourir en hiver. Donc, je voulais aussi souligner, parce que j'ai parlé du marché Ontario. Pourquoi l'Ontario? Il y a l'Ontario et il y a les British Columbia, Colombie-Britannique, ce qu'on appelle ça en français, qui offrent, ce sont le marché le plus rentable pour votre investissement. Pourquoi? Parce que en Ontario, c'est là où se trouve la capitale du Canada, capitale politique et capitale économique qui est la ville de Toronto. Donc, le plus tu habites proche de ces villes-là, le plus les maisons sont un peu plus chères, mais
un bon investisseur va voir le futur et non le présent. Donc, si vous avez la capacité d'acheter une maison le plus proche de ces deux villes-là que j'ai citées, vous êtes garanti ces rule of thumb que j'avais dit, donc minimum 7 ans de doubler votre investissement, la valeur de votre maison et faire plus de profit plus rapidement parce qu'il y a plus de demande, plus de valeur le proche tu es dans ce genre de villes-là. Donc, un marché très populaire si vous êtes loin au Canada, en Europe, en Afrique, ça vous garantit au moins de trouver des locataires plus vite. C'est facile à louer et facile à se faire de l'argent plus rapidement. Donc, voici les différents genres de maisons. On appelle premièrement ici maison unifamiliale. Ça veut dire que c'est détaché, c'est pas collé avec d'autres maisons. En moyenne, 800 000 à 2 millions. Maison jumelée, ça veut dire qu'on appelle les semi. Pour vous qui êtes au Canada, semi-townhouse, par exemple. C'est deux maisons collées, mais chacun est son propriétaire et vous partagez juste un mur. Là, vous voyez là, un mur ensemble. Il y a des maisons triplex ou duplex. Ça veut dire que ça ressemble comme si c'est une maison, mais à l'intérieur, il y a des différents appartements. Donc, vous pouvez avoir 6 triplex, ça veut dire qu'il y a 3 dedans, duplex, il y a 2 niveaux, par exemple. Donc, ça dépend vraiment et ce sont de genre de maisons très, très, très rentables parce que dès que tu te lances dedans, tu as 3, 4 appartements dans une maison que vous pouvez faire louer à différentes personnes. Il y a aussi ce qu'on appelle le copropriété, les townhouses en anglais. Donc, c'est comme vous voyez là, ce sont, pour ceux vous connaissez le fleuve Congo, il y a un quartier là maintenant qui commence à faire des maisons comme ça. C'est collé, ça se ressemble, ils sont un peu plus petits à l'intérieur, en moyenne 450 000 à 1 million, tout dépend de la superficie de la maison et sa beauté et tout. Et il y a aussi ce qu'on appelle des condos. À droite, comme vous voyez, ça c'est à Toronto, des buildings très, 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 très élancés. Vous pouvez acheter une chambre, salon, donc il y a plusieurs appartements à l'intérieur que vous pouvez faire louer. Le plus proche vous êtes dans une ville populaire, le plus ça vous garantit de trouver quelqu'un plus rapidement et qui va louer votre maison à un long terme parce que c'est sûr qu'ils veulent être dans une ville économique, peut-être parce qu'ils travaillent à côté ou l'étudiant qui est proche de l'université par-ci, par-là. Je voulais aussi vous parler de deux genres de maisons, type de maisons. Il y a des maisons que tu achètes parce que ça se revend par le propriétaire, tout comme tu peux acheter une maison pré-construction directement chez le builder. Donc, c'est ça, de deux exemples. Je pense que la majorité des gens sont très familiers avec ces deux méthodes. Donc, dans la revente, vous achetez chez quelqu'un qui était déjà propriétaire, ça risque de vous coûter un peu plus parce que lui, il doit s'y rassurer de profit. Mais les préconstructions, c'est aussi bien, sauf que ça peut prendre plus des années parce que vous achetez le plan sur papier, un terrain chez le builder et il vous dit que j'ai besoin de déposit chaque 3 mois, par-ci, par-là et dans 2-3 ans, la maison sera finie. Et c'est juste pour les gens qui sont à l'étranger, les préconstructions semblent être très bons, mais des fois, il y a beaucoup de taxes impliquées au moment de la fermeture. Donc, avec moi, de toute façon, on va discuter du projet. Je vais vous dire exactement combien ça va vous coûter de vous lancer dans un projet. Comme je disais tout à l'heure, là, j'ai presque fini, je pense qu'il me reste que 2 slides. Je voulais parler par rapport au financement de la maison, plus particulièrement si vous êtes à l'étranger, donc un non-résident. Donc, oui, c'est possible. Vous pouvez investir au Canada sans pourtant habiter au Canada ou même si vous n'êtes jamais venu au Canada. OK? Il suffit de vous connecter avec l'agent immobilier comme moi. On va travailler votre dossier avec mon partenaire d'agent hypothécaire. On va vous demander quelques affaires clés, le justificatif de revenus, combien vous faites l'année,
on a besoin d'au moins 2 ans de relevés bancaires conformes. Donc, il faut vraiment imprimer tous vos relevés bancaires de la banque. Si vous avez de grandes sommes déposées, tout ce qui est tout à fait normal dans nos cultures africaines, avoir de grandes sommes de fois déposées. Mais la Banque du Canada et le blanchissement d'argent, ils sont très stricts. Donc, à chaque fois que vous avez des grands dépôts, ils vont vouloir tracer cela. C'est venu d'où? Qu'est-ce que vous faites pour s'assurer que vous n'êtes pas quelqu'un qui deal avec le drogue ou le mafia? Vous devez vraiment avoir une historique clean et s'assurer d'avoir 25 à 35% du prix de la maison. Donc là, j'ai donné un exemple qu'en moyenne, maison unifamiliale, ça commence au moins donc détaché à 800 000, right? Donc, si la maison est à 800 000, si la banque dit que moi, je peux t'emprunter 800 000 par rapport à tes financements et tout que j'ai vu, je pense que tu as quelqu'un qui peut avoir une dette de 800 000. Donc, vous multipliez ça par 0,25. Donc, vous-même, vous devez déjà avoir 200 000 pour mettre comme un déposit. Donc, une garantie que vous allez mettre pour la dette. Donc, si la banque peut vous emprunter 800 000, vous mettez 25 à 35%, nous disons dans 25%, 200 000 de cash vous-même. C'est-à-dire que votre dette reste seulement de 600 000. Et donc, ces 600 000-là, par mois, ils vont vous calculer, dire que j'ai besoin que tu puisses me rembourser 1200, 1500 par mois. Et vous faites maintenant louer cette maison à 2000 $ le mois, 3000 $ le mois. Une maison unifamiliale au Canada, ça se fait louer 3000, 3500, 3800 le mois, vous voyez? Et ça veut dire que vous enlevez la partie de 1500 que vous allez repayer la banque chaque mois et le reste, c'est à vous. Il y a aussi des situations où peut-être que votre remboursement à la banque est tellement élevé que vous êtes en train de ne pas avoir l'argent extra chaque mois, mais au moins, il y a quelqu'un qui paye votre dette pendant que votre maison est en train d'accumuler de valeur dans le futur. Si vous voulez vendre ça ou si vous voulez refinancer ça avec la banque, ça va vous permettre de récupérer vos bénéfices des equity pour investir encore dans une autre maison. Donc, le détail sont un peu complexes, mais c'est simple comme je l'explique. Vous devez mettre 25 à 35% de dépôts original pour les gens à l'étranger. Si vous êtes au Canada, c'est entre 5 à 20%. Si c'est votre première fois d'acheter une maison, c'est 5%. Si c'est votre deuxième, troisième, c'est dans les 20%. Donc, le reste, c'est la banque qui va financer et vous restez calme, vous dormez, votre argent travaille pour vous. Dans l'avenir, vous allez doubler vos revenus. Encore 2 minutes, oui, s'il te plaît, Nicole. Oui, c'est fini. Donc, quelques clés à emporter. Comme j'avais dit, il y a des différentes étapes. Il faut, le temps presse, le plus de temps que vous prenez pour investir, le plus les prix des maisons augmentent chaque mois, chaque année. Donc, c'est lancé immédiatement. Si vous avez des fonds, contactez-moi. Je peux vous assister pour vous connecter avec la banque ou mon agente pour vous dire combien la banque pourrait vous en prêter. N'attendez pas les moments idéaux. Il ne faut pas attendre d'avoir tout parfait. Connectez-vous avec des professionnels, on va vous assister. Acheter en groupe, c'est tout à fait possible aussi. Je ne sais pas par rapport aux gens qui sont à l'étranger, mais pour ceux qui sont au Canada, si la banque te demande peut-être 25 000, 30 000, parce que toi, c'est seulement 5%, si tu as 10 000, ton ami a 10 000, l'autre a 10 000, vous pouvez vous mettre ensemble et acheter tant que 3 propriétaires pour une seule maison, c'est faisable. Et dans tout ça, restez positif, désirez toujours à devenir propriétaire et investisseur et vous allez voir que la création et tout va marcher à votre faveur. Il faut toujours désirer cela et ça va marcher. Donc, merci. C'est tout ce que j'avais pour partager. Je remets la parole à Fabrice. Merci beaucoup, Nicole. Très, très intéressant. Je vais passer rapidement la parole à Stevens qui doit nous laisser très, très prochainement parce qu'il est très sollicité également. Il a une autre conférence qui commence dans une vingtaine de minutes. Et je ferai exception pour Stevens. J'avais dit que les questions seront à poser à la fin. Mais si Stevens termine un peu avant, je prendrai 2-3 questions des participants pour lui poser et puis on terminera avec Stéphane
avant la période des questions. Donc, à toi, Stevens. Parfait. Merci beaucoup, Fabrice. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là au début, je me présente encore une fois, qui est Steven Sarrazin, président et copropriétaire de la firme On Inspecte au Canada. Nous autres, on se spécialise dans tout ce qui est inspection de bâtiments, tout ce qui est pré-vente et pré-achat. C'est quoi l'inspection de bâtiment? Pour faire suite à ce que Nicole mentionnait tantôt, lorsque vous faites un achat immobilier, c'est primordial, important de faire inspecter. Pourquoi? C'est pas pour, souvent le monde peut penser, c'est pour vérifier tout ce qui est vice caché. Malheureusement, le mot le dit, vice caché. Même l'inspecteur ne voit pas le vice qui est caché. C'est pour connaître l'état de la bâtisse que vous allez acheter. Je donne toujours comme exemple un couple. Vous avez un conjoint et une conjointe. Avant de vous marier, ce que vous faites, c'est vous apprenez les défauts et les qualités de votre conjoint ou votre conjointe pour savoir si vous pouvez aller de l'avant. Une bâtisse, c'est exactement la même chose lorsque vous faites inspecter. Vous passez du temps avec l'inspecteur, on passe la maison vraiment au peigne fin. Par la suite, on émet un rapport d'inspection, une cinquantaine, soixantaine, même des fois une centaine de pages, dépendamment des problèmes qui ont été décelés. Et par la suite, avec votre courtier immobilier, vous allez faire le tour, voir si les problèmes qui ont été décelés, vous pouvez aller de l'avant ou non. Parce qu'on l'a mentionné, Nicole, tantôt, il y a différents types d'acheteurs. Il y a le premier acheteur, il y a l'investisseur, il y a la personne qui va acheter une maison pour la deuxième, troisième fois. C'est trois catégories de clients différents. Et c'est trois yeux différents qui vont regarder le type de maison qu'on va convoiter. Donc, le rôle de l'inspecteur, c'est vraiment vous aider à prendre une décision lucide. Nous autres, qu'est-ce qu'on fait lors d'une inspection? C'est important d'être présent parce que l'inspection, on la fait ensemble. Puis, il y a plusieurs facteurs qui sont vérifiés. Quand je parle on vérifie la maison au peigne fin, on commence toujours l'extérieur de la maison. Quand on parle de l'extérieur, c'est tout ce qui est terrain. Parce qu'on sait au Québec, on a plusieurs climats, donc changement de température chaud-froid. Je vous donne un exemple. Avant-hier, il n'y avait aucune neige. Aujourd'hui, ou je pense hier matin, tempête de neige. Cette semaine, il va faire plus beau, donc c'est une fonte de neige. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est important de vérifier les pentes pour s'assurer que l'eau ne soit pas en direction vers la bâtisse, qui va pour favoriser tout ce qui est infiltration d'eau et le taux d'humidité d'une maison qui est plus haute. D'un côté, quand on a terminé l'extérieur, on fait toujours le sous-sol, rez-de-chaussée et l'étage. Ça, c'est des points importants. Le sous-sol, je mentionne toujours dans une maison, le cœur d'une maison, c'est tout ce qui est sous-sol. Donc, c'est sûr, des fois, le client peut paniquer parce qu'on est là, nous autres, pour des choses négatives et non des choses positives. Donc, des fois, le client va nous dire, est-ce que tu trouves ça beau? Malheureusement, moi, je ne suis pas là pour des choses qui sont beaux. Tout ce qui est home staging, c'est vraiment, on est là comme des policiers de la bâtisse. L'agent immobilier va vous le mentionner souvent avant l'inspection, que l'inspecteur est là pour les choses négatives, pour que, lors de la transaction, c'est là que vous allez voir, je mentionne toujours aux clients, surtout les investisseurs, lors d'une inspection, il faut enlever tout ce qui est émotif. C'est vraiment sortir son chiffrier Excel. On regarde qu'est-ce que l'inspecteur a trouvé, qu'est-ce qu'on inspecte a trouvé. On calcule combien ça coûte les dépenses. On fait nos calculs, on va de l'avant ou non. Donc, c'est une des choses importantes là-dessus. J'ai sauté une étape. Avant de vous parler de ça, j'ai oublié de mentionner les valeurs de l'entreprise. Nos valeurs à nous, c'est tout ce qui est rigueur, efficacité et transparence. Pourquoi la rigueur? Dans le domaine de l'inspection, s'il n'y a pas de rigueur, l'inspection, je vous dirais, c'est comme un échec. Efficacité, parce que le client doit nous faire confiance, et tout ce qui est transparence, l'une de nos forces de l'équipe, c'est la verbalisation de nos problèmes. Aucune maison parfaite comme l'être humain, mais la différence, c'est comment on verbalise le problème. Chaque inspecteur est formé par mon partenaire qui est Jean-Philippe Hippolyte, qui est l'inspecteur en chef. Et si vous faites une expérience avec Stéphane, avec Jean-Philippe, je ne sais pas si Stéphane ou bien Fabrice a déjà travaillé avec mon partenaire, quand il fait une inspection, la terre arrête de tourner, c'est uniquement la bâtisse qui est devant lui. Donc, c'est sûr, des fois, le courtier qui vend la maison, ça pose un problème, mais le courtier de mon client et mon client, eux autres, ils sont au paradis parce qu'il n'y a aucune faille dans l'inspection de notre équipe. Les avantages de faire affaire avec une inspection au Québec avant la transaction et après la transaction, première chose. Après la transaction avec une équipe comme la nôtre, qu'est-ce qu'on fait? Malgré la transaction terminée, on est toujours disponible pour répondre à vos questions, que ce soit pendant la transaction, après, que ce soit 1 an ou 2 ans après. Pourquoi? Parce que le client, lorsqu'il achète la maison, lorsqu'il fait inspecter,
il est encore au paradis. Même si tu lui donnes les problèmes, même s'il lit le rapport, les problèmes font surface, je vous dirais peut-être 6 mois après qu'il ait déménagé. Il commence à s'installer. Là, les clients commencent à voir tel vice. Souvent, ça leur arrive qu'ils ne sont pas écoutés. Ils n'ont même pas lu le rapport. Là, le téléphone commence à sonner. Donc, nous autres, oui, c'est une transaction, mais avant tout, c'est pour ça que je vous avais expliqué tantôt, je suis un père de famille. C'est important de mentionner ça. Pourquoi? Parce que mes clients, souvent, quand le monde achète une maison, c'est souvent des nouveaux couples ou si c'est des investisseurs, ils sont en couple. Donc, on sait qu'est-ce qu'un père de famille ou une mère de famille a besoin, justement, d'être à l'aise dans sa propriété. Ça, c'est une des forces. Et quoi d'autre encore? Au Québec, on sait que je représente le Québec, c'est comme l'ONU. On a une équipe, que ce soit africain. Quand je parle d'Africain, on a un qui vient justement du Congo, on a un Marocain, on a Québécois, on a Haïtien, donc vraiment à l'image du Québec. Donc, toutes sortes de clients qui nous appellent, on est capable de saisir le client, l'envoyer l'inspecteur avec qui il serait plus à l'aise. Dernier point, avant qu'il réponde aux questions, là, vous devez vous demander pourquoi je suis ici au Sénégal. Non, ce n'est pas des vacances, malgré la mauvaise température qu'il y a au Québec. C'est pour implanter On Inspecte Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Il y a 2 mois, j'étais en mission commerciale avec le groupe 3737, un incubateur à Montréal. Je suis tombé en amour justement avec la culture sénégalaise et surtout le fait de retourner à nos racines. Qu'est-ce qui arrive ici? Je me promenais puis j'ai vu justement les bâtisses. C'est sûr qu'il y a un problème de construction, problème surtout de finition. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? C'est important pour moi parce que dans le domaine de l'inspection, ça fait 12 ans que je suis dans l'inspection. La compagnie, On Inspecte, ça fait 6 ans. Donc, c'était important pour moi de remettre au suivant. Donc, former des inspecteurs, des ingénieurs en génie civil pour qu'ils soient en mesure de faire l'inspection ici au Sénégal. C'est un gros défi que je me lance, mais qui n'aime pas les gros défis? Je pense que tout le monde est ici aujourd'hui, c'est pour justement réaliser un rêve. On est tous des entrepreneurs, je parle des conférenciers. Donc, c'est important pour moi pour venir ici au Sénégal pour former et implanter l'entreprise On Inspecte Sénégal. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais, j'ai condensé ça un peu parce que, comme je dis, j'ai une autre conférence. Oui. Oui, Steven, merci beaucoup pour la présentation. Et est-ce que vous procédez de la même façon dans l'inspection au Québec et en Afrique? Est-ce qu'il y a des éléments qui diffèrent d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre dans votre analyse? Oui, beaucoup. Est-ce que les besoins sont les mêmes, en fait? Non, le besoin est différent, mais je parle tout ce qui est le composant, c'est sûr, le climat est différent. Les climats, je donne un exemple au Québec, tout ce qui est les changements de température. Donc, il y a beaucoup plus de composants à vérifier, le sous-sol, tandis qu'ici, en Afrique, on ne va pas avoir beaucoup de maisons avec des bâtisses avec le sous-sol. Par contre, ce qu'on va vérifier ici, c'est beaucoup la structure, tout ce qui est, parce que la maison est montée avec des blocs de béton. Donc, c'est important d'avoir dans l'équipe qu'on va former des ingénieurs en structure, tout ce qui est rapporte tout ce qui est béton armé. L'équipe va être formée de beaucoup de techniciens, mais la majorité, comme je l'avais mentionné, ça va être des chefs d'équipe ingénieurs qui vont former, ingénieurs et architectes qui vont former les inspecteurs. Moi, le plus que j'avais apporté, c'est mon expérience côté gestion, façon de faire et surtout qualité de travail. Parce qu'on sait que l'expertise est quand même là ici en Afrique. Le monde sont quand même très éduqués. Ce qui manque, je pense, c'est le plus, c'est la qualité de travail et tout ce qui est assurance qualité pour le client. Ok, parfait. Merci, Steven. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions pour toi. C'est le temps de passer parce qu'il y a Stéphane qui doit… J'ai juste à ouvrir le micro et à poser des questions. On va faire ça plus simple. Moi, j'ai une question pour Steven. Oui, j'écoute. Oui, bonjour. Je m'appelle Sandrine. Bonjour. Moi, je suis en Ontario, à Toronto. En fait, ce qui se passe avec le marché actuel, comme Nicole a pu le mentionner, c'est que les gens achètent les maisons justement sans inspection. Oui. Et je trouve ça vraiment dangereux. Mais d'un côté aussi, en tant qu'acheteur potentiel, avec le vendeur, lui, il veut vendre sa maison le plus rapidement possible. Alors moi, quand je mets ma clause d'inspection dans mon contrat d'achat, souvent, je n'ai pas le temps soit pour l'inspection ou le vendeur rejette mon offre complètement. Donc, comment gérer cette situation-là pour un acheteur potentiel? Malheureusement, aucun recours en ce moment, surtout au Québec, parce qu'au Québec, l'inspection n'est pas encore réglementée.
C'est sûr, je vous dirais 90% des clients font inspecter. Je vous dirais les 2 derniers mois, on a eu beaucoup d'appels. Je vous dirais peut-être 20% de nos appels, c'était des personnes qui avaient acheté des maisons sans inspecter. Ouais. Donc, ils ont appelé la compagnie pour faire un genre de bilan de santé. Ils sont déjà propriétaires, sauf qu'avec des surprises qu'ils commencent à avoir, ils se disent, OK, on va appeler une compagnie d'inspection pour au moins savoir quelle autre surprise qu'on va avoir. D'accord. Donc, c'est vraiment éduquer le client, c'est le travail de l'agent du courtier immobilier. Mais à un moment donné, même moi, ça m'arrivait souvent, je demandais aux courtiers pourquoi ton client n'a pas fait inspecter. Il dit, je veux qu'il fasse inspecter, mais il y a une clause sans inspection. Le client veut tellement la maison à tout prix, avec la surenchère qu'il y a en ce moment. Donc, le client, il n'écoute même plus le courtier, il va de l'avant. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, je pense que c'est plus au niveau de la banque qui devrait avoir des réglementations par rapport à ça pour forcer le client, parce que je veux ou pas, c'est le client c'est la banque qui emprunte l'argent. Donc, si vous empruntez l'argent et puis dans une bâtisse où on ne connaît pas l'État, c'est sûr que c'est des problèmes qui arrivent. Puis je vous dirais aussi, depuis 1 an, la banque vérifie de plus en plus les rapports d'inspection. Ça, c'est tout nouveau parce qu'avant, ils ne vérifiaient pas. Ça nous arrive souvent qu'on a souvent des rushs parce que c'est la banque qui a besoin de voir la bâtisse. Surtout, je vous dirais, des bâtisses qui datent de plus de 25 ou 30 ans. La banque va souvent exiger maintenant de regarder le rapport d'inspection pour être sûr que le client est capable justement de supporter les travaux qui vont venir dans les années à suivre. D'accord, OK, parfait. Deuxième question, c'est lorsque, par exemple, votre compagnie fait une inspection sur une maison, si, par exemple, il y a des défauts ou des vices qu'ils ont ratés et donc l'acheteur achète la maison au final, est-ce que vous fournissez une assurance par rapport à ça ou comment ça se passe? Oui, très bien. C'est une très bonne question, ça. C'est une des rares questions que les clients demandent. Je vous dirais, quand un client magasine un inspecteur, ce n'est pas le prix qu'il faut demander. C'est souvent justement des types de questions comme ça. Si l'inspecteur a des assurances, tout ce qui est erreur et omission. Les assurances, erreurs et omissions, justement, ça répond à votre question. Si l'inspecteur a omis un problème justement qui était apparent, c'est justement ces assurances-là qui vont couvrir justement qui vont dédommager le problème qui a été omis. D'accord. C'est souvent important. Maintenant, on est en 2022, tout est sur Internet, tout est sur Google. C'est important que lorsque le client magasine un inspecteur, de faire des recherches. Ce n'est pas uniquement appeler, c'est faire des recherches sur Google, voir les commentaires, appeler le client, l'inspecteur, demander des exemples de rapports. Souvent, il y a du monde qui nous appelle, qui nous pose des questions, puis je comprends. Pourquoi? Parce que le client veut savoir quel inspecteur qui vient. Moi, ça arrive souvent, le client nous appelle et puis il me connaît déjà, il a vérifié mon LinkedIn, il a mis mon nom sur Google. Pas juste le nom de l'entreprise, mais un nom d'un inspecteur qu'on lui a référé, il vérifie vraiment tout. Il regarde le profil Facebook, quel type de personne. Donc, on a accès à tout. Donc, c'est le devoir du client. Un ordre d'inspecteur également. Vous avez un numéro d'ordre? Non, ce n'est pas un ordre. Ce n'est pas un ordre. OK, d'accord. Ce n'est pas encore rendu au Québec, en ce moment, ce n'est pas rendu là, c'est une association, justement. Okay. Parce que en faisant des recherches, c'est voir si l'inspecteur est membre d'une association. En ce moment, au Québec, il y a 2 associations, qui est l'Internachi et la IBQ. Donc, on a des inspecteurs qui sont dans l'Internachi et aussi dans la IBQ. D'accord. Excellent. Donc, c'est le devoir. Oui, une dernière question peut-être sur Stephens, parce qu'il doit nous quitter très, très bientôt. Et oui, on inspecte, c'est juste… Oh, excusez-moi, pardon. On inspecte, c'est juste que pour le Québec ou c'est aussi… Enfin, partout au Québec ou juste les villes clés du Québec, Québec, la ville, Montréal et tout ça? Non, c'est tout ce qui est Montréal et les environs. Pour le moment. D'accord. Pour le moment, c'est ça. Et puis, il y a Sénégal. Et une dernière question, s'il y a quelqu'un d'autre qui a une question rapidement. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que tu travailles toujours pour le Québec ou là, tu t'es lancé totalement juste au Sénégal? Non, je ne suis pas seul, on est une équipe, on est plusieurs. Oui, j'ai mon partenaire qui est l'inspecteur en chef. On a 4 inspecteurs, un ingénieur en structure, on est plusieurs dans l'équipe. Donc, en ce moment, je suis ici au Sénégal et puis l'entreprise roule quand même au Québec parce que là, c'est la haute saison qui débute en ce moment. Ouais. Excellent. Stephens, merci beaucoup. On te libère pour aller participer à notre conférence. Parfait. Je tiens aussi, Fabrice, je tiens à te remercier grandement.
et les personnes qui se sont déplacées dans votre chambre ou dans votre salon un samedi. Merci à tous. Et puis, si vous avez des questions, envoyez-les à Fabrice. Il a vos coordonnées. Je vais prendre le temps de vous répondre chacun et chacune d'entre vous. Excellent. Merci beaucoup, Steven. Et à très bientôt. Parfait. Bon, ben,